Sur une date qui a marqué la Belgique au fer rouge. Il y a 9 ans, le 22 mars 2016, des attentats frappaient Bruxelles, l'aéroport de Zaventem et la station de métro Malbec était la cible d'attaques terroristes qui ont coûté la vie à 32 personnes et laissé des centaines de blessés. 9 ans plus tard, la douleur est encore là, mais avec elle, il y a aussi la reconstruction, la résilience et l'espoir. Avant la diffusion du documentaire Rebound qui raconte l'incroyable parcours de l'ancien international belge de basket, Sébastien Belin, nous aurons avec nous des témoins directs de cette tragédie, des personnes qui ont vécu ces moments dans leur chair et leur cœur. Nous allons revivre avec eux cette journée du 22 mars 2016, comprendre leur parcours et voir où ils en sont aujourd'hui. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille 4 personnes autour de moi. Bonsoir Philippe Vandenberg. Bonsoir. Alors, vous êtes victime des attentats. Vous étiez à votre bureau près de l'aéroport ce matin-là. Nous en parlerons dans cette émission, mais vous avez choisi d'aider les blessés ce jour-là. Nous avons aussi autour de la table Tim Stroban. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, clinicien, victimologue et spécialiste des traumas. Vous serez très important autour de cette table dans cette discussion. J'ai aussi autour de moi Katharina Victorson. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez, vous, perdu votre maman dans ces attentats, en tout cas dans l'attentat de Zaventem, nous en discuterons également. Et puis, nous avons aussi Saba Agarbi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes victime directe de l'attentat dans la station. C'est la première fois ce soir que vous avez accepté de témoigner. Nous en parlerons évidemment dans le cours de cette évidemment. On va évidemment aborder cette journée du 22 mars ensemble. Chacun d'entre vous a vécu ce moment d'une manière différente, mais tous, évidemment, vous en gardez une trace indélébile. Je vais commencer par vous, Philippe Vandenberg. Je le disais, vous étiez à votre bureau près de l'aéroport. Pouvez-vous nous raconter les premières images qui vous reviennent quand vous y repensez ? Alors les premières images, c'est bien sûr quand j'ai entendu les 2 bombes exploser et que mon bâtiment a tremblé. Il y a eu 10 secondes entre les 2 bombes et j'étais déjà en train de courir vers le terminal quand la 2e bombe a explosé. Je suis à peu près à 150 mètres du terminal et donc quand je suis arrivé en bas de mon bâtiment, j'ai vu le bâtiment, la fumée qui sortait, toutes les vitres détruites. Donc comme je suis secouriste, j'ai une formation de plongeur, à ce titre je suis secouriste. Donc je me suis tout de suite proposé, j'ai passé le barrage de police pour pouvoir rentrer et j'ai commencé à secourir les personnes. Les nombreuses personnes qui étaient d'abord devant le terminal. Et puis après, il y a une personne, alors que j'étais en train de faire une réanimation, une personne m'a entraîné par le bras pour rentrer dans le bâtiment. Et là, j'étais vraiment à quelques mètres du cratère de la bombe. Et j'ai retrouvé des personnes encore vivantes. Donc, je m'en suis occupé. J'ai fait les premiers secours, des garrots. Et puis, quand les pompiers sont arrivés, malheureusement, ils sont arrivés après, avec une demi-heure de retard. J'étais très inquiet. Donc, pendant une demi-heure, j'étais pratiquement le seul secouriste, si j'ai bien compris. Enfin, sinon, il y avait aussi des militaires. Donc j'étais le seul secouriste dans le terminal, sur le lieu de la première explosion. Et donc je me suis occupé des gens qui étaient encore vivants. Et puis j'ai commencé les évacuations. Ça a pris beaucoup de temps. C'était très difficile parce que tout le terminal était ravagé. Donc ça veut dire que le plafond était tombé. Et il était pratiquement impossible de progresser dans le terminal à cause des plaques et du qui forment le faux plafond. Et donc, bref, finalement, on a commencé les évacuations. Voilà. Donc, je me suis occupé d'une bonne quinzaine de personnes, très gravement touchées. Donc, plusieurs sont bien sûr morts, malheureusement. Et moi, donc, suite à ça, je suis sur le moment même, donc c'était 45 minutes après l'explosion, les pompiers étaient arrivés. Et donc là, j'ai dû m'arrêter parce que j'étais épuisé et j'étais en état de choc.
Donc voilà, pour moi cette journée-là, elle s'est finie couvert de sang. Et puis j'ai dû rentrer chez moi pour aller voir mon médecin. Voilà. Et puis après ça a été une longue. Les problèmes ont commencé puisque je souffre d'un syndrome post-traumatique évidemment, qui m'a poursuivi, qui a été très grave, qui a commencé on va dire 1 an plus tard et qui a été très grave, de plus en plus grave. Voilà, j'ai fini par être placé en clinique pour 2 mois avec les spécialistes de l'armée, une clinique spécialisée pour les soldats de l'OTAN. Et voilà, donc suite à ça, voilà, j'ai dû, je me bats toujours contre les assurances qui refusent d'intervenir. On reviendra après sur les conséquences. Voilà un peu ça pour moi comment a commencé cette journée. Et comment ma vie a été détruite en fait. On va évidemment continuer d'en parler certainement de la deuxième partie d'émission. Merci déjà d'avoir témoigné et d'être revenu sur cette journée avec nous. Katharina Victorson, vous étiez où ce matin et surtout à quel moment vous avez compris que votre maman faisait partie des victimes? Alors, ma maman, elle était venue me voir parce qu'elle vivait en Suède et elle allait rentrer à Stockholm. Et donc, je me suis réveillée ce matin-là pour prendre le café avec elle. Et j'avais encore une fois demandé, est-ce que tu es sûre, tu ne veux pas que je t'accompagne? Mais comme elle était très à l'aise, elle venait très souvent. Elle m'a dit, mais non, t'inquiète, je prendrai le bus. Et donc ça, c'était vers 6 heures du matin. Donc moi, j'avais encore le temps de me recoucher un peu. Et puis c'est mon compagnon de l'époque qui m'a appelé. Est-ce que tu as eu ta maman? Il y a eu une explosion à l'aéroport. Je dis, il faut que tu l'appelles. Mais donc évidemment, j'essaie de l'appeler, mais elle avait un de mes anciens iPhones qu'elle gérait pas très bien, donc j'ai dû l'aider pour le mettre en mode avion. Donc au début, j'étais pas fort inquiétée parce qu'on parlait d'abord d'une explosion de gaz ou un accident. Et je me souviens, dans le journal, ça venait petit à petit, les informations. C'était juste un accident. Et puis c'était quelques blessés légers qui sont devenus des blessés graves, qui sont devenus de morts. Et mais ce qui a été très difficile, c'est que il y a 4 jours avant d'avoir la confirmation. Le 3e jour, par exclusion, on savait parce que les 3 dernières personnes, les 3 derniers survivants qui avaient été non identifiés étaient tous les 3 des hommes. Donc, par conclusion, elle n'était pas en vie, mais c'était que le samedi après-midi qu'on a su, voilà, elle a été identifiée, on sait où elle est. Donc, ça a été très, très dur d'aller d'un hôpital, d'un hôpital à un autre, de passer les journées au téléphone, de savoir est-ce que vous avez encore des victimes non identifiées. Et voilà, il y a quand même des moments vraiment de brouillard. Je ne me souviens pas de tout dans ces 4 jours-là. Ça a été... c'est de la course aux informations pour trouver, pour avoir l'information finale. Oui, et cette sensation que peut-être elle est là, elle est blessée, elle a peur, et elle m'attend, elle comprend pas pourquoi je ne suis pas là. Donc c'était de cette sensation de allez maman, j'arrive, de la trouver. Ça a été affreux. On parlera justement avec notre psychologue autour de la table justement du fait de prendre trop de temps pour avoir les informations. Je viendrai vers vous juste après. Saba Agarbi, vous étiez dans la station Malbec. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti, entendu, vu? Bien, écoutez, déjà j'ai hésité à aller au travail parce que j'avais... Ce jour-là? Oui. Moi, je me souviens que c'était une très belle journée. Mais j'ai reçu un SMS de ma maman me disant 2 explosions à Zaventem, bonne journée quand même. Donc évidemment, j'ai hésité à aller sur mon lieu de travail parce que je devais descendre à Arlois.
Mais comme je venais de signer mon CDI, j'ai eu très peur de montrer une mauvaise image de moi. Et donc, je me suis dit, mais tant pis, je vais... mais j'avais un pressentiment, j'avais vraiment un pressentiment en partant. Donc, j'ai pris... je suis allée sur mon lieu de... Enfin, je me suis dirigée... j'ai pris le train jusqu'à Mérode depuis mon endroit de... Depuis là où j'habite, en fait. Hein. J'ai pris jusqu'à Mérode. Et puis, à Mérode, j'ai laissé passer une rame qui j'avais pas envie de courir. Et du coup, ben voilà, j'ai pris la suivante et j'étais persuadée que ça allait exploser à Schumann. Et à Schumann, on a redémarré, donc je me suis dit bon, c'est bon, je vais arriver au travail. Et puis à Malbec, là, ça a été le chaos, quoi. C'est ça le mot, c'est vraiment le chaos. Oui, le chaos. Ben disons, oui, on s'y attend. Enfin, je m'y attendais, je m'étais ancrée. Oui. Je m'étais ancrée, mais enfin voilà. Justement, on va discuter avec vous, Tim Stroobans. Mais tout d'abord aussi, votre premier souvenir de ce jour-là, en dehors du fait que vous êtes psychologue et qu'on va en discuter avec vous, mais votre souvenir de ce jour-là. Nous avons tous été touchés par l'annonce et un peu comme l'attentat des Twin Towers, beaucoup de personnes peuvent même se souvenir de l'endroit exact dans lequel ils ont pu recevoir l'information. Et pour ma part, j'étais dans ma voiture, allant au travail, longeant le canal à Anderlecht. Et je me souviens même d'avoir personnellement pensé à mon père qui prend souvent l'avion. Et qui aurait pu aussi être là, mais on ne s'imagine pas sans avoir été finalement devant le poste de télé, de voir à quel point les dégâts peuvent être impressionnants et à quel point le nombre de victimes est aussi dramatique. On entend justement en ce début d'émission cette longue attente aussi pour avoir les informations. En tant que professionnel justement, psychologue, clinicien, traumatologue, victimologue, cette attente aussi et la durée de ceci, plus les informations d'inquiétude angoissantes qui nous laissent dans l'incertitude, dans l'ignorance de savoir si nos proches sont en sécurité. Pour ma part, je n'ai pas manqué d'appeler mon père directement pour savoir où il est, même si je savais exactement qu'il n'y était pas. Et donc il faut pouvoir offrir des réponses le plus rapidement possible et avoir une prise en charge le plus rapidement possible. Et parallèlement, il y a déjà des choses qui sont mises en place. On parle d'intervention immédiate, d'intervention post-immédiate et d'intervention sur le long terme. Des choses sont mises en place, mais malheureusement, c'est tellement le chaos aussi pour les intervenants, malgré que nous soyons formés, pour vraiment avoir une intervention qui soit la plus holistique possible. On va déjà marquer une courte pause. On va se retrouver pour continuer de discuter ensemble. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite sur LN24. Découvrez Aveno, expert dans la science de l'avoine depuis plus de 75 ans. Hydrate en profondeur et apaise votre peau sensible. Le complexe triple avoine soulage les peaux très sèches en seulement 60 secondes. Aveno, nouveau en pharmacie. Une furieuse envie de chanter? Je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge. Parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'une excuse stupide du genre je suis pas assez intelligent pour ça. Du coup, investissez dans l'IA. C'est aussi de l'intelligence, mais artificielle. Inscrivez-vous maintenant au Trends Invest Challenge. Investissez virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be. Issu de notre terre, cultivé par nos producteurs. Belle horta, plus fun que près. Profitez de chaque instant aux toilettes grâce à WC-Net Détartrant. Sa formule épaisse élimine 100% du calcaire pour un WC hygiénique. WC-Net Détartrant, profitez davantage, nettoyez mieux.
êtes toujours sur LN24 et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission consacrée à ce jour du 22 mars 2016. Avant la pause, nous parlions évidemment d'où nous étions tous lorsque nous avons entendu ces nouvelles. On a parlé aussi du temps qui se passait entre les informations réelles et les doutes que nous avions. Maintenant, on va un petit peu essayer d'aborder l'instant présent, mais aussi un peu le fait d'avancer, si on le peut. Après un tel drame, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous a dû trouver un chemin vers une reconstruction. J'aimerais que vous me racontiez, si vous le permettez et si vous le voulez bien, le premier moment où vous avez senti que la vie devait continuer. Je me tourne vers vous, Philippe Vandenberg. Eh bien, c'est au terme du procès. Puisque pour moi, la chose la plus importante, c'était d'arriver au procès. Je m'y étais préparé. J'avais même suivi des cours en droit pénal. Et donc, j'avais également suivi d'autres procès, tous les procès des attentats, que ce soit musée juif ou bien à Paris. Et donc, je m'étais préparé à ce moment très important pour moi. C'est un moment où on peut témoigner, un moment où on aussi, pour moi, la chose la plus importante, c'est où on va établir la vérité. C'est le procès qui va établir la vérité. Bien sûr, reconnaître les victimes dans leur souffrance. Et donc, à partir de là, le procès a aussi un impact bien concret, je vais dire, sur la suite, sur les assurances, sur qui va intervenir pour les dédommagements et tous ces problèmes qui, ne sont toujours pas réglés. Mais voilà, donc c'est grâce au procès que cette étape peut être franchie et qu'on peut penser à faire autre chose. Ouais. Katharina Victorson, 9 ans plus tard, discuter de ces événements, est-ce que ça vous fait du bien ou est-ce que ça vous fait énormément de mal et vous voudriez peut-être ne plus en parler? Personnellement, je pense que ça me... Je veux dire, ni l'un ni l'autre. Je veux dire, ça ne me fait plus énormément de mal. J'en ai parlé, je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'on est tellement nombreux à encore tant souffrir. Par manque d'intervention par les assurances, donc sans aide, que ce soit administratif, juridique, tout a pris tellement de temps. Je dis, comme vous dites, 9 ans plus tard, et pour moi personnellement, la personne qui m'a le plus aidé, c'est une autre victime, mais qui est là pour beaucoup d'autres victimes, mais qui n'en peut plus, parce que ce n'est pas non plus à elle à porter. Oui, voilà. Mais il n'y a personne pour prendre le relais. Et depuis le début, on nous a promis un guichet unique, mais qu'il n'y a toujours pas. Que 9 ans plus tard, il n'y a toujours pas. Et donc, voilà, je n'ai pas le choix de continuer. J'ai 2 enfants. Je me soigne comme je peux, j'essaie de me construire comme je peux, mais c'est clair, c'est fatigant. Je suis encore en procès contre les assurances et je suis désolée, ce n'est pas normal que ça doit prendre autant de temps. Je vois que vous êtes d'accord avec ce qui est dit. Le fait d'en parler pour les victimes, vu que vous êtes professionnel, vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus, discuter encore des années plus tard, est-ce que ça aide encore? Alors c'est important d'en discuter autant que possible et idéalement dans un cadre suffisamment sécure pour que la parole et les émotions qui sont associées puissent être déposées, étayées et réfléchies. L'idée c'est qu'au plus on va réussir à verbaliser, à symboliser le vécu, au plus on va pouvoir incorporer ce qu'on appelle les reviviscences, donc les événements vécus qui n'ont pas pu passer dans la mémoire à long terme à cause du choc émotionnel, de l'effroi qui a eu lieu pendant l'événement, que l'on soit atteint d'un psychotraumatisme vicariant comme monsieur, parce qu'il n'a pas été victime directe, mais il a été le premier secouriste, et donc c'est tout aussi dramatique, on a tendance malheureusement à les mettre un peu de côté, on a tendance à croire que seules les victimes ayant vécu le moment sont potentiellement traumatisées, alors que pas du tout. Les intervenants, on n'est jamais préparés à ce genre de choses.
mais qu'effectivement, au plus on pourra le symboliser dans un milieu de récupération, c'est le terme théorique, suffisamment sécu, au mieux c'est. Et là où je rejoins déjà les deux témoignages, c'est que malheureusement, tout le monde n'a pas pu trouver à son domicile le milieu de récupération suffisamment sain pour pouvoir déposer le vécu, et la reconnaissance du statut de victime. Il est important de dire aussi qu'il y a un grand décalage entre ce que notre société va considérer comme étant une personne victime et ce que nous, psychothérapeutes, allons pouvoir considérer comme étant victime. D'emblée, ils sont victimes, mais face à la société, face à la justice, il y a tout un processus qui prend énormément de temps et qui met à mal les tentatives de rémission des victimes, parce qu'ils sont dans la lutte, ils ont beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie à donner, alors même qu'ils devraient avoir cette énergie pour pouvoir se remettre. Et donc ce n'est jamais terminé tant qu'il n'y a pas de point final, aussi d'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique. Saba Agarbi, c'est la première fois que vous témoignez. Pourquoi ce choix aujourd'hui? Est-ce que ça vous fait du bien? Je dirais pas que ça me fasse du bien, parce que contrairement à M. Vandenberg, j'avoue que moi, à l'issue du procès, me suis pas du tout. Le fait d'avoir témoigné ne m'a pas du tout soulagée. Pour la reconstruction. Pas du tout, pas du tout. Il faut savoir aussi que j'ai fait un AVC en 2018, que c'est compliqué d'essayer de faire la connexion entre les deux, mais c'est tout à fait possible. Et on est extrêmement maltraité. Extrêmement maltraité. Oui, tout à fait. Et il faut savoir, vraiment, les assurances nous maltraitent énormément. On a toujours l'impression, en étant victime, on a tout le temps l'impression de devoir se justifier, ce qui est infernal. Quotidiennement, c'est infernal. L'entourage a énormément de mal à comprendre aussi. Je pense qu'il faut vraiment avoir vécu le traumatisme pour pouvoir comprendre. Pourquoi indirect? Il me dit, mais parce que tu n'as pas été blessé. Ouais. Donc, voilà, c'est les blessures internes, psychologiques, sont très, très, très compliquées à soigner et à être entendu par l'entourage. Il y a une sélection naturelle qui se fait après. Fatalement. Il y a des personnes qui n'ont plus envie de me voir, que moi je n'ai plus envie de voir. Donc c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Parce qu'on le dit, les années passent, mais en fait, pour vous et pour toutes les victimes et pour les personnes qui étaient sur place à ce moment-là, j'imagine en fait que dans votre cerveau, le temps ne passe pas autant aussi vite. Et en plus, j'ai été dans le déni pendant 3 ans. En fait, c'est à partir du moment où j'ai fait l'AVC que je me suis considérée, que j'ai fait le nécessaire pour me constituer victime directe. Sinon, je l'aurais peut-être même pas encore fait. Si je peux me permettre, il y a aussi le fait est que non seulement beaucoup de personnes ne sont pas nécessairement capables d'une remise en question personnelle pour pouvoir faire de la place à la souffrance d'autrui, c'est déjà un point à la table, mais aussi cette souffrance, elle peut déranger. Elle empêche finalement les gens de pouvoir continuer un train-train quotidien qui normalise et tend à repousser le plus loin possible ce genre d'événement. Mais pour les personnes qui ont vécu ce genre d'événement, le temps s'arrête, le temps n'est plus le même. Et il s'agit non pas de raisonnement et de logique, il s'agit d'un corps qui continue perpétuellement à revivre les événements, à revivre les symptômes, à revivre les émotions. Et notre appareil psychique, celui, en tout cas la part qui résonne, a du mal lui-même d'accueillir les symptômes. Et nous sommes toujours debout, deux bras, deux jambes, une tête, et on continue à fonctionner. Mais à côté de cela, notre corps souffre. Et donc le temps n'est clairement plus le même. Et le corps a une logique que l'esprit ne comprend pas nécessairement. Et si je peux me permettre, il y a quelque chose pour moi qui a été très difficile, et je pense que c'est la même pour beaucoup de victimes, c'est que tout a pris tellement de temps. C'est entre le temps d'être reconnue victime, entre avoir une aide juridique. Moi, personnellement, il a fallu 3 ans avant que mon assurance personnelle de protection juridique ait accepté de payer un avocat.
Donc, ce qui n'avait rien à voir avec les droits d'aide qu'on a pu avoir après, mais c'est aussi que le procès, que ça a duré, ça a pris tellement de temps avant que le procès ait eu lieu. Moi aussi, j'étais un des victimes qui a été qui a eu en convocation pour être dans les tirages, pour être dans le jury. Donc il y a énormément d'erreurs qui ont été faites aussi. Et oui, ça à chaque fois, ça rajoute... Oui, et c'est ça. Donc, allez, on essaie d'avancer. Et puis, il y a encore quelque chose, une gaffe, un problème. C'est, allez, on est fatigué. Et devoir se justifier parce que justement, je rejoins ce que tu viens de dire, que le fait que les gens ne comprennent pas. Les gens autour, je dis, ben oui, mais ça fait tellement longtemps. Comment ça se fait que c'est encore difficile? Je dis, ça va faire 9 ans. Je fais, oui, mais on n'est pas aidé. Oui, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Comprendre aussi que la logique sociale s'inscrit dans une logique de soins. Et donc, on part du principe que vous pouvez vous soigner, que vous avez vécu vos symptômes. Mais en réalité, l'accompagnement psychothérapeutique doit avant tout s'axer sur un équilibre. Trouver un équilibre avec les symptômes pour que ceux-ci puissent s'atténuer, pour que ceux-ci puissent être internalisés, résorbés et orientés dans une meilleure direction. Oui, mais le problème aussi, c'est qu'il y a la question financière qui se pose. Oui, tout à fait. Et souvent, comme on peut rentrer nos frais, mais l'organisme met 4 mois avant nous, au moins minimum 4 mois. C'est du vécu, c'est pas inventé. Donc tout à fait. c'est. Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi ce fait qu'aujourd'hui vous êtes sur ce plateau, vous venez témoigner. Il y a d'autres personnes qui elles ne témoignent pas, restent en souffrance. En silence. Est-ce que pour ces personnes-là, vous avez un tout petit pas en plus qu'eux, finalement, puisque vous venez témoigner? Est-ce que vous avez un message pour ces personnes qui nous regardent, aux victimes qui souffrent encore en silence? On est tous différents, mais je pense que c'est justement pour ceux qui n'ont pas la force ou l'envie de témoigner. C'est justement pour ça que c'est tellement important que quelqu'un d'autre le fasse. Parce que il faut pas oublier que justement, 9 ans plus tard, on est toujours là et on est toujours en détresse. Oui. Et puis, oui, il y a des gens qui ont un syndrome post-traumatique, mais qui ne l'expriment qu'après 3, 4, 5 ans. Ça existe, on en a vu au procès. Tout à fait. Ces gens-là, il faut leur dire que il existe des associations qui connaissent le sujet, qui ont des experts, qui connaissent, qui savent où sont les experts, où les trouver. Ils peuvent avoir de l'aide. Donc ça, c'est un point crucial, c'est que les associations de victimes, et ici je vais parler de V-Europe, qui vraiment a des contacts partout en Europe avec toutes les associations, qui a donc acquis une connaissance vraiment énorme sur le sujet, a pu accompagner les victimes et les orienter correctement. Et ça, c'est un point fondamental. D'ailleurs, quand les victimes se retrouvent dans l'association, c'est une nouvelle vie qui commence. Parce que d'abord, elles sont comprises, elles sont avec des gens qui les comprennent, et puis elles peuvent trouver des solutions à leurs problèmes. Ça, c'est vraiment fondamental. Oui. Alors, si je peux me permettre, oui. Donc, il y a donc moi, à ma connaissance, je pense qu'il n'y en a que 2 d'associations. Oui, il y a Life for Brussels aussi. Il y a Life for Brussels dont je suis membre. Et je pense que honnêtement, si ces gens n'avaient pas été là, tout à fait. Je pense qu'il y aurait probablement eu plus de dommages collatéraux, plus de même peut-être suicides, parce que ces personnes ont pris le relais, ont fait un travail, font toujours un travail merveilleux, et sans elles, je pense que je serais probablement pas là aujourd'hui. On devait justement les avoir en plateau aujourd'hui, mais voilà, finalement il y a eu une petite urgence, donc mais effectivement nous avions envie aussi de les entendre.
avec ce travail formidable qu'ils exercent avec vous. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier énormément, à vous tous autour de la table, parce que je sais à quel point ça doit être compliqué d'ouvrir votre cœur comme ça en télévision. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Merci pour votre courage aussi. Ces attentats, on le sait, ont marqué notre vie, notre pays, mais ce soir, plus que jamais, vous nous rappelez une chose essentielle, même après l'horreur, la vie continue, avec la douleur certes, mais aussi avec la résilience et l'espoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, évidemment, votre documentaire Rebound, c'est un autre exemple de résilience qui raconte l'incroyable parcours de l'ancien international belge de basket, Sébastien Belin. Bonne soirée et surtout, prenez soin de vous.